Quand Poutine a envahi l'Ukraine, il pensait tout contrôler. L'Ukraine ne pourrait pas survivre. Même en se défendant, la Russie avait selon lui les ressources pour gagner. Mais comme les temps ont changé. Poutine jouait aux dames pendant que l'Ukraine menait une brillante partie d'échecs. Maintenant, Poutine est piégé, coincé dans une impasse, sans issue. La seule option restante à Poutine pour vaincre en Ukraine détruirait totalement la Russie. La Russie ne peut ni se permettre de gagner ni de perdre en Ukraine, et Poutine le sait. Alors que son armée est brisée en Ukraine, ayant déjà perdu près de 1,35 million de soldats, et que beaucoup d'autres suivront, alors que la Russie continue sa lente et pénible progression à travers le territoire ukrainien. Poutine fait face à une décision qu'il n'a jamais voulu prendre. La mobilisation est à l'horizon. C'est le cas. Nous allons vous expliquer pourquoi. Cette possible nouvelle vague de mobilisation est la seule chose qui va permettre à la Russie de tenir en Ukraine, alors qu'elle perd des soldats à un rythme record. Le renseignement extérieur ukrainien souligne d'emblée le problème de Vladimir Poutine. Les experts soulignent que le retrait massif des Russes de l'économie, dans des conditions de pénurie de personnel, ne fera qu'aggraver la situation en Russie, selon le renseignement militaire ukrainien. Et c'est là le grand problème pour Vladimir Poutine. La mobilisation signifie priver la Russie de la main-d'œuvre dont elle a besoin pour faire fonctionner le pays, tout en permettant à Poutine d'avoir suffisamment de chair à canon à envoyer dans le broyeur en Ukraine. Vladimir Poutine est maintenant coincé. Doit-il sacrifier son pays pour poursuivre la guerre ou laisser l'armée russe s'effondrer sous le feu quotidien des drones ukrainiens? Dans tous les cas, Poutine perd et la mobilisation en sera le catalyseur. United 24. Médias rapportent que les services de renseignement ukrainiens ont souligné que l'économie russe est déjà dans les premières phases de récession, alors qu'une combinaison de stagnation et de ralentissement de l'activité freine progressivement la production russe jusqu'à l'arrêt. L'Ukraine dit la vérité. Tous les indicateurs économiques montrent que la Russie s'effondre financièrement, et c'est Poutine qui a plongé son pays dans cette situation. Les fissures apparaissent déjà. Dans un rapport du 8 mai, Euronews a noté que 20 séries de sanctions contre la Russie ont fait leur effet. Entre janvier et mars, l'économie russe a diminué de 0,3% selon le propre ministère du développement économique de la Russie. Ce résultat marque la première contraction économique observée en Russie depuis 2023, et cela intervient à un moment où l'inflation atteint 6%. Les taux d'intérêt sont énormes, autour de 15%, et le Kremlin ploie sous un déficit public qui a grimpé en flèche jusqu'à 60 milliards de dollars. Ce déficit ne fera que continuer à croître à mesure que Poutine mène sa guerre. Même le dirigeant russe a reconnu les problèmes, bien qu'il ait fait la chose la plus poutinesque, en n'acceptant aucune responsabilité. Il a seulement pu demander à ses proches pourquoi la trajectoire des indicateurs macroéconomiques est actuellement en deçà des attentes. La réponse à cette question te saute aux yeux chaque matin quand tu te regardes dans le miroir, Poutine. Si tu as des miroirs dans tes bunkers souterrains, ce ne sont que des signes de pire à venir, surtout si Poutine mobilise la Russie pour poursuivre la guerre en Ukraine. Quelques mois avant la publication de ces chiffres, The Economist affirmait que la Russie était déjà dans la zone de la mort. Le média a affirmé que l'économie russe ne s'effondrerait pas totalement, mais ne se remettrait jamais. C'est la zone de la mort que The Economist note comme étant similaire à l'altitude de 8000 mètres, qui peut détruire le corps d'un alpiniste. À cette hauteur, le corps humain se consume plus vite qu'il ne peut se réparer. La Russie est actuellement piégée dans un cycle sans fin de production de guerre ordonné par Vladimir Poutine. En ce moment, l'économie russe ne tient debout que de justesse, alors que Vladimir Poutine prend des décisions qui détruisent toute perspective de capacité future. Les exportations baissent, la production s'effondre. Vladimir Poutine ne peut taxer davantage les entreprises déjà en difficulté, et les Russes déjà fragilisés, alors qu'il n'arrive pas à combler les déficits qu'il a créés dans le budget. La Russie s'est infligé tout cela, et la mobilisation à venir pourrait symboliser qu'elle ne s'en remettra jamais. Le colonel britannique Joby Rimmer a aussi averti sur l'impact déstabilisateur des mauvaises décisions de Vladimir Poutine pour l'avenir de son pays. Dans un discours prononcé le 13 mai devant la délégation britannique à l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, Rimmer a tout exposé clairement pour que l'ignorant Vladimir Poutine comprenne. Les propres données de la Russie confirment cette tendance. La croissance économique est au point mort, l'investissement reste faible et la demande des consommateurs ralentit. Les pressions budgétaires augmentent, alors que les recettes baissent et que les dépenses, surtout de défense, continuent de croître. Même si les revenus des matières premières apportent un répit, ils ne règlent pas les déséquilibres structurels d'un modèle économique axé sur la guerre en fin de course, a déclaré Rimmer.
Poutine n'écoutera pas. Il ne peut pas. Même en comprenant le sens de ces mots, il sait que pour relancer l'économie russe en ruine, il faudrait retirer ses soldats d'Ukraine. Mais Poutine ne fera jamais cela. Mettre fin à l'opération militaire spéciale sans atteindre aucun de ses objectifs serait la mort de l'image d'homme fort qu'il a soigneusement cultivée pendant des décennies. Comment Poutine pourrait-il jamais se présenter comme le protecteur de la Russie, alors qu'il s'est retiré de la plus grande guerre que la Russie ait connue depuis des générations ? Cela ne peut tout simplement pas arriver. Ce piège pousse Poutine vers une mobilisation risquant de ruiner l'économie russe. Actuellement, la Russie est piégée dans un cercle vicieux mortel. Pour soutenir sa machine de guerre, Poutine doit mobiliser une grande partie de la main-d'œuvre russe dans le complexe militaro-industriel qu'il a créé. Cela, à son tour, affaiblit l'économie civile. Les entreprises ne peuvent pas produire suffisamment pour une économie saine quand le Kremlin et ses sociétés liées à la guerre offrent plus d'argent que jamais pour pousser les gens à travailler dans les usines ou à aller mourir sur les lignes de front en Ukraine. La production se maintient grâce à la hausse des dépenses de défense, soutenant l'emploi et le contrôle politique de Poutine. Mais ce contrôle a un prix. La Russie dépend tellement de son secteur de la défense que se désengager de la guerre pourrait déclencher un énorme retour de bâton politique et économique. Aucune échappatoire n'existe actuellement pour la Russie. Tout cela prépare l'horreur à venir, quand Poutine prendra inévitablement la direction opposée. Au lieu de se retirer, la Russie va se mobiliser. Quand cela arrivera, la Russie aura perdu la guerre pour une raison majeure. La pénurie de main-d'œuvre qui existe déjà en Russie deviendra critique, et la Russie ne pourra pas s'en remettre. Le service de renseignement extérieur de l'Ukraine met en avant les principales raisons pour lesquelles la mobilisation équivaudrait à ce que Poutine tombe dans un piège qui mettrait fin à la guerre, et qu'il a lui-même créé. Au-delà du fait de retirer encore plus d'employés aux entreprises qui ne sont pas liées à la guerre, Poutine prive également la Russie de son expertise lorsqu'il procède à la mobilisation. Une machine de guerre moderne ne nécessite pas seulement d'envoyer de la chair à canon sur le front. Elle a besoin de personnel qualifié, responsable de tout ce qui se passe dans les coulisses de la machine de guerre. Les techniciens chargés de la maintenance des systèmes, des communications et des systèmes de guerre électroniques seront appelés au front pour travailler. Ils pourront toujours faire leur travail, mais ils le feront en dehors de la Russie, dans les territoires occupés, où l'Ukraine a intensifié ses frappes, au point d'en avoir pratiquement doublé le nombre en avril par rapport à mars, et continue d'augmenter la cadence. En Russie, ces personnes qualifiées courent un risque minimal, mais en Ukraine, il suffira d'un seul drone pour priver la Russie d'un autre employé talentueux, qui ne reviendra jamais, et, tout aussi important, qui ne pourra jamais transmettre son savoir à la prochaine génération. Ironiquement, la Russie sait déjà qu'elle manque de main-d'œuvre. Mi-avril, Elvira Nabiulina, gouverneure de la Banque centrale de Russie, a averti que la Russie connaît une pénurie de main-d'œuvre inédite, alors que l'économie est en surchauffe. Elle a cité le taux de chômage, historiquement bas, de 2% en Russie, en précisant que ce n'est pas aussi positif qu'il n'y paraît. En réalité, cela signifie que les entreprises russes ne disposent pas d'un vivier de talents suffisamment large, ce qui les oblige à augmenter les salaires, entraînant ainsi une hausse des coûts de production. Ces remarques faisaient suite à une contraction de 1,8% de l'économie russe au cours des 2 premiers mois de 2026, et elles constituent un avertissement adressé à Poutine. Ne mobilisez pas, sinon ce sera la mort de la Russie. Mais c'est là que les choses deviennent sérieuses. La question doit être posée. La Russie va-t-elle mobiliser ? Avant de répondre, sachez qu'il y a beaucoup d'autres contenus similaires sur The Military Show. Si la chaîne vous intéresse, abonnez-vous pour ne rien manquer. Alors, la Russie va-t-elle mobiliser ? Elle a déjà commencé à s'y diriger et tous les signes sont là. Au cœur de la région de Ryazan, en Russie, le gouverneur régional, Pavel Malkov, ressent la pression de la soif inextinguible de Poutine pour toujours plus de soldats. Il a signé un décret obligeant les entreprises opérant à Ryazan à identifier les candidats potentiels au service militaire parmi leurs employés actuels. Les entreprises comptant entre 150 et 300 employés doivent désigner 2 personnes pour servir en Ukraine. Celles qui comptent entre 300 et 500 employés doivent en proposer 3. Et toute entreprise comptant plus de 500 employés doit fournir les informations de 5 employés. On ne peut pas le nier. C'est une mobilisation discrète. Ryazan est peut-être la première, mais d'autres régions russes suivront sûrement, alors que Poutine réclame plus de chair à canon. Et même avant cela, Poutine préparait déjà la mobilisation. En décembre dernier, le dirigeant russe a signé un décret convoquant les réservistes à des rassemblements d'entraînement militaire prévus pour 2026.
Le Kremlin a également empêché quiconque de connaître les deux aspects les plus importants de ce décret, à savoir le nombre de réservistes qui seront appelés à s'entraîner et la durée de cet entraînement. Mais nous n'avons pas besoin de connaître ces chiffres. Ce que nous voyons ici, c'est la Russie qui prépare ses réservistes à la guerre, ce qui est exactement ce à quoi on pourrait s'attendre de la part de Poutine lorsqu'il se prépare à mobiliser. Avançons rapidement jusqu'au 14 mai, et Euronews a rapporté une nouvelle loi que Poutine a mise en place. La Douma d'État russe a approuvé une loi autorisant Poutine à déployer l'armée pour protéger les citoyens russes à l'étranger. Cela peut sembler anodin. L'armée russe est en Ukraine depuis février 2022. Mais rappelez-vous que Poutine a toujours qualifié son invasion d'opération militaire spéciale et a toujours évité de l'appeler une guerre. Cette nouvelle loi prépare le terrain pour que Poutine déclare officiellement une invasion sous prétexte de protéger les civils russes. Il n'est pas exagéré de dire que la Russie pourrait utiliser cette nouvelle loi pour procéder à une mobilisation. Le Kyiv indépendant rapporte que jusqu'à 800 000 Russes se sont installés en Crimée depuis son annexion illégale en 2014. Tout ce que Vladimir Poutine a à faire, c'est de prétendre que ces civils ont besoin de plus de protection qu'ils n'en ont déjà. Et c'est tout. La mobilisation sera nécessaire pour cette protection, non pour l'opération militaire spéciale. Vladimir Poutine prépare le terrain pour la mobilisation à venir. Mais ce qu'il ne réalise pas, c'est que la mobilisation ne va pas seulement plonger la Russie dans un gouffre économique encore plus profond que celui dans lequel il est déjà tombé. La perte de main-d'œuvre n'est qu'un souci parmi d'autres, qui ensemble risquent de paralyser la Russie. Avant de traiter ces problèmes, un autre signe indique que Vladimir Poutine est sur le point de mobiliser, qu'il le veuille ou non. Selon le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Alexandre Syrski, le plan de la Russie pour 2026 est de recruter 409 000 soldats supplémentaires dans son armée, par le biais du recrutement de volontaires. Ce chiffre repose sur plusieurs hypothèses, dont l'incapacité de l'Ukraine à infliger plus de pertes que prévu par le Kremlin, et le maintien du recrutement russe au niveau anticipé. Aucune de ces hypothèses ne semble marcher pour Poutine actuellement. Selon United 24 Médias, la Russie a perdu environ 130 000 soldats au cours des 4 premiers mois de 2026. Si ces chiffres restent stables, cela signifierait une perte annuelle de 390 000 que l'objectif de recrutement russe couvre largement. Voilà le problème. Rien n'est stable pour la Russie actuellement. Alors que Poutine relance son offensive de printemps dans l'est de l'Ukraine, les pertes russes s'accumulent. En mars et en avril, la Russie a perdu plus de 35 000 soldats par mois, soit 70 000 des 130 000 déjà recensés cette année. Si l'Ukraine maintient ce rythme pour le reste de 2026, cela représenterait 350 000 soldats perdus en 10 mois, auxquels s'ajoutent les 60 000 perdus en janvier et février, pour un total de 410 000 pertes. C'est supérieur à l'objectif de recrutement russe, et suppose que les pertes mensuelles ne croîtront pas cet été, lorsque la Russie atteindra son pic d'assaut contre l'Ukraine. Cela serait déjà suffisamment grave pour la Russie sur le plan des effectifs, mais il y a aussi un autre problème. 409 000 recrues en 2026 n'est qu'un objectif. Le Kremlin peut fixer cet objectif, mais cela ne veut pas dire que la Russie l'atteindra. Et selon le vice-président du Conseil de sécurité russe, Dmitri Medvedev, la Russie est loin d'atteindre les chiffres qu'elle doit atteindre. Vers la fin du mois de mars, Medvedev a déclaré que la Russie recrutait environ 27 000 soldats par mois. Multipliez cela par 12 mois, et vous obtenez 324 000 recrues, soit 85 000 de moins que ce que la Russie souhaite. Un recrutement lent et plus de pertes au front posent à la Russie un problème d'effectifs militaires. La mobilisation, causant une pénurie accrue de main-d'œuvre et plus de difficultés pour l'économie russe, devient presque inévitable. Mais nous avons déjà dit que Poutine fait face à d'autres problèmes que la crise de main-d'œuvre s'il lance la mobilisation. 2 autres problèmes pourraient faire basculer une situation déjà en train de s'aggraver en catastrophe absolue pour la Russie, alors que Poutine tente de sortir du piège qu'il s'est créé. Tout d'abord, l'émigration. Il y aura probablement une énorme vague de Russes quittant le pays aussi vite que possible si Poutine procède à une mobilisation, selon les rapports des services de renseignement ukrainiens. La Russie a déjà connu ce type d'émigration massive, déclenchée par la combinaison du lancement de l'invasion de Poutine et d'une mobilisation partielle instaurée en septembre 2022. Selon The Bell, environ 650 000 personnes ayant fui la Russie à la suite de ces 2 événements se trouvaient encore à l'étranger, à l'été 2024. Il est improbable que beaucoup de ces 650 000 personnes soient revenues en Russie après plus de 2 ans à l'étranger.
Comme le note United 24 Media, certains fuyards initiaux non inclus dans ce groupe sont revenus. Si Vladimir Poutine lance une mobilisation totale, beaucoup, comme eux et des centaines de milliers d'autres, voire des millions, tenteront sûrement de fuir avant d'être appelés. Reste à savoir s'ils réussiront. La Russie confisquait déjà les passeports de certains fonctionnaires pour éviter leur fuite, dès 2023, selon Business Insider. On peut supposer que le Kremlin envisage d'interdire l'émigration pour assurer le succès de la mobilisation voulue par Poutine. Encore une fois, c'est un piège. Soit les Russes restent, peut-être forcés par le Kremlin, et partent en Ukraine, aggravant la pénurie de main-d'œuvre, soit des centaines de milliers émigrent, et Vladimir Poutine obtient le même résultat. Une économie intérieure ruinée, incapable de survivre à la guerre menée par Vladimir Poutine, avec un coût qui ne cesse d'augmenter pour la Russie. En parlant de coût, un second problème va surprendre Vladimir Poutine et ses acolytes du Kremlin. Mobiliser des centaines de milliers de soldats pour la guerre en Ukraine impose de payer cher leur préparation au combat. Il faut aussi souligner les difficultés financières de la Russie. Le déficit budgétaire a déjà largement dépassé les niveaux prévus, tandis que le coût du soutien à des centaines de milliers de personnels mobilisés nécessiterait des dépenses intenables, déclare le service de renseignement extérieur de l'Ukraine. Le service a raison. Chaque soldat que la Russie mobilise pour l'Ukraine doit être payé. Il pourrait ne pas recevoir les primes d'engagement élevées des soldats volontaires, qui ont atteint près de 27 000 $, en plus du minimum fédéral de 4 500 $ dans certaines régions de Russie. Chaque soldat reçoit un salaire mensuel. Ils doivent être équipés, et l'argent sert à la formation et au transport. Pour des centaines de milliers de recrues mobilisées, cela pèse sur un pays qui peine déjà à financer la guerre lancée par Poutine. Encore une fois, cela montre que la Russie est dans une spirale mortelle. Impossible d'échapper à cette spirale. À mesure que l'armée russe se développe grâce à la mobilisation, le coût de son maintien explose. Mais la transformation de l'économie russe par Poutine empêche de couvrir ses coûts. La production non militaire chute davantage, la main-d'œuvre nécessaire pour la soutenir étant détournée. Ceux qui restent ne peuvent pas combler les lacunes existantes, et ne pourront pas le faire plus tard. La pénurie de main-d'œuvre s'aggrave. La mobilisation serait la fin de tout, mais pas de la manière dont Poutine l'imagine. Il est piégé dans une guerre qu'il ne peut se permettre ni de gagner, ni de perdre. Même s'il obtient ce qu'il veut en Ukraine grâce à la mobilisation, la Russie restera l'ombre d'elle-même. S'il ne mobilise pas, l'Ukraine continuera de détruire les forces russes, et Poutine perdra quand même. Et voici le pire pour Poutine, il sait que tout cela arrive. Une grave crise se prépare en Russie depuis des années. Tout cela à cause de Poutine. La plus forte armée d'Europe appartient à l'Ukraine. Ce ne sont pas nos mots. Les États-Unis désignent l'armée ukrainienne comme la plus puissante d'Europe. Poutine déteste ça. Il n'a jamais voulu entendre cela. Mais le raisonnement est solide. L'avenir de l'Europe dépend désormais de l'Ukraine. Et, dans ce qui doit être un cauchemar pour Poutine, la reconnaissance américaine donne à l'Ukraine plus d'atouts que jamais dans les négociations de paix. C'est le secrétaire d'État américain Marco Rubio qui a fait ces grandes déclarations lors d'une interview le 14 mai avec Sean Hannity de Fox News. À bord d'Air Force One en route pour la Chine avec d'autres membres de l'administration Trump, Marco Rubio a affirmé à Hannity qu'aucune armée européenne ne rivalisait avec l'Ukraine. Les forces armées ukrainiennes sont désormais les forces armées les plus fortes et les plus puissantes de toute l'Europe, pour être tout à fait clair à l'heure actuelle, a déclaré Marco Rubio. C'est une déclaration qui va provoquer une onde de choc au Kremlin. C'est la reconnaissance de quelque chose que Vladimir Poutine n'a jamais voulu que les États-Unis admettent. Marco Rubio a expliqué pourquoi il considère l'Ukraine comme ce qui se fait de mieux en Europe actuellement, notamment grâce à l'aide militaire occidentale, un point que nous aborderons plus tard. Plus important encore, Marco Rubio affirme que 2 facteurs rendent l'Ukraine plus forte que tous. Une expérience de combat inégalée, et une approche asymétrique de la guerre qui a redéfini tout ce que nous pensions savoir sur la lutte contre l'agression russe. Commençons par l'expérience de combat. L'Ukraine est plus forte, évidemment grâce à toute l'aide qu'elle a reçue, a déclaré Marco Rubio avant d'ajouter, mais aussi grâce à l'expérience acquise sur le champ de bataille. Ne sous-estimez jamais à quel point cette expérience durement acquise sur le champ de bataille peut être précieuse, tant pour l'Ukraine elle-même que pour le reste de l'Europe. La plupart des nations européennes, notamment celles qui pourraient devoir repousser une future invasion russe, n'ont pas combattu activement depuis des années. Prenez le Royaume-Uni par exemple. La dernière implication du Royaume-Uni dans une guerre majeure remonte à l'Afghanistan, un conflit qui a duré de 2001 à 2021. On ne peut nier l'héroïsme des soldats britanniques durant cette guerre, mais ce combat différait beaucoup de celui entre l'Ukraine et la Russie.
Les forces de Poutine n'utilisent pas la guérilla. Elles avancent, sans cesse, la Russie mobilisant des centaines de milliers de soldats pour des campagnes d'usure, forçant ses adversaires à se défendre. Le Royaume-Uni n'a rien vu de tel depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est pareil pour la plupart de l'Europe, et la plupart des pays européens, et même au sein de l'OTAN, le savent. La valeur de l'expérience de combat ukrainienne est reconnue depuis longtemps. Rubio, le dernier en date, et peut-être la voix la plus forte dans la relation Ukraine-États-Unis, l'affirme aussi, tout comme d'autres avant lui. Par exemple, en décembre 2025, le directeur général de l'état-major militaire international de l'OTAN, le lieutenant-général Remigius Baltrinas, a salué les contributions des officiers ukrainiens qui ont aidé l'OTAN à améliorer ses normes collectives. L'OTAN dispose de nombreuses doctrines qui dictent comment l'organisation réagira à une guerre avec une nation comme la Russie. Beaucoup d'entre elles restent importantes, en particulier sur le plan aérien. Selon Baltrinas, l'Ukraine possède la plus grande expérience sur le terrain face à la Russie, et l'OTAN a beaucoup à apprendre d'elle. En 2026, les dirigeants européens affirment que l'expérience de combat de l'Ukraine a fait de son armée la plus puissante du continent. Près d'un mois avant les propos de Rubio, le chancelier allemand Friedrich Merz affirmait « Aucune armée européenne n'a autant d'expérience militaire récente que l'Ukraine ». Merz a fait ses commentaires alors qu'il évoquait l'intérêt de l'Allemagne à se coordonner avec l'Ukraine, afin que l'Allemagne puisse en apprendre davantage sur les structures militaires ukrainiennes. L'Ukraine connaît bien mieux que l'Allemagne la façon de gérer un tyran comme Poutine. Le 25 avril, l'analyste militaire tchèque, le colonel Otakar Foltin, a déclaré à UKR Inform qu'il n'était plus possible de nier la position de l'Ukraine comme étant ce que l'Europe a de mieux à offrir. Le colonel a déclaré que l'armée européenne existait déjà. Ce sont les forces armées ukrainiennes. Retenez l'idée d'une armée européenne, nous y reviendrons. Si l'armée ukrainienne a pu surpasser et arrêter l'armée russe, cela signifie d'abord que c'est déjà une victoire en soi. De plus, selon Foltin, les forces armées ukrainiennes sont l'armée européenne la plus puissante, avec la plus grande expérience de combat et la plus forte volonté. Déclaration finale intéressante. Le colonel tchèque affirme que ce n'est pas seulement l'expérience de l'Ukraine qui en fait la plus forte d'Europe. Une volonté indomptable, c'est essentiel. Et l'Ukraine s'est battue si durement pendant 4 ans, parce que la nation refuse de capituler devant un dictateur qui veut voir la fin de l'Ukraine. Un consensus a été atteint. L'expérience du combat est au cœur de la force de l'Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky estime que ces juifs résultent d'un long processus. Il a souvent affirmé que les héros de l'Ukraine sont essentiels pour rendre le pays le plus fort d'Europe. Donc voir Rubio, les commandants de l'OTAN, les dirigeants européens et les analystes partager cet avis sera gratifiant. L'Ukraine veut désormais montrer que son expérience peut profiter aux autres. Dans le Golfe, environ 200 experts ukrainiens en drones aident l'Arabie Saoudite et le Qatar à se défendre contre les drones Shahid, utilisés par la Russie contre l'Ukraine depuis des années. L'Ukraine se positionne comme un partenaire clé en matière de défense partout dans le monde, et tout cela découle de l'expérience du pays face à la Russie. Vladimir Poutine a ouvert la boîte de Pandore en envahissant l'Ukraine, rendant impossible de la refermer, et faisant de l'Ukraine la force de combat la plus expérimentée d'Europe. Cependant, l'expérience, aussi précieuse soit-elle, doit s'accompagner de bonnes tactiques. C'est là que Rubio dit que l'Ukraine a vraiment excellé. Alors que ses soldats et l'ensemble de son armée apprennent chaque jour plus que toute autre nation européenne, étant profondément engagés dans leur lutte contre la Russie. C'est la manière dont cet apprentissage est utilisé pour s'adapter sur le champ de bataille qui rend vraiment l'Ukraine aussi forte qu'elle l'est. Il ne fait aucun doute que la nécessité de mener cette guerre a poussé les Ukrainiens à développer de nouvelles tactiques, de nouvelles techniques, de nouveaux équipements, de nouvelles technologies qui créent une sorte de guerre hybride asymétrique, a déclaré Rubio avant d'ajouter « C'est impressionnant, il n'y a aucun doute là-dessus ». Le secrétaire d'État américain n'a pas tort. L'Ukraine est devenue un véritable foyer d'innovation depuis que la Russie a lancé son invasion, au point de transformer tout ce que l'on pensait savoir sur la manière de se défendre contre une force bien plus importante. Les drones sont à l'avant-garde de cette transformation. Les nations du Golfe cherchent des accords avec l'Ukraine car ces drones intercepteurs leur offrent une solution bien plus économique pour contrer les drones Shahid iraniens que leurs coûteux missiles de défense aérienne occidentaux. En Ukraine même, l'avantage des drones a évolué au fil du temps. D'abord, l'Ukraine a modifié des drones commerciaux pour qu'ils puissent transporter de petites charges afin d'attaquer les forces russes. Ensuite, ces drones n'ont cessé de s'améliorer. Les drones maritimes ont donné à l'Ukraine la capacité d'attaquer des navires, même si elle ne possède pratiquement pas de marine elle-même. Rien que du 16 au 17 mai, l'Ukraine a utilisé ces drones pour détruire un navire des gardes-côtes russes, ainsi que 46 autres cibles, rapporte TVP World.
La flotte russe de la mer Noire constate toujours l'efficacité de ces drones. Un tiers de la flotte de guerre repose désormais sous l'eau. En Ukraine et en Russie, les drones sont au cœur de la stratégie asymétrique mise en avant par Rubio. L'Ukraine a établi des zones de destruction de plusieurs dizaines de kilomètres, décimant les soldats russes, avant même qu'ils n'approchent du front. Les frappes à longue portée contre les actifs militaires et pétroliers russes, dans les territoires occupés et en Russie, affaiblissent progressivement la machine de guerre de Poutine. La clé de tout cela, c'est que l'Ukraine ne reste jamais immobile, que ce soit avec ses drones ou les nombreuses autres technologies qu'elle a développées pour constituer l'épine dorsale de sa stratégie asymétrique. Comme le souligne le Centre d'analyse des politiques européennes, ou CEPA, l'Ukraine est en plein changement qui vise à minimiser le nombre de soldats qu'elle doit maintenir en première ligne. L'exposition directe sur le front cède la place à l'analyse de données, aux opérations à distance et à des prouesses d'ingénierie inédites pour les armées européennes, qui n'en avaient pas eu besoin jusqu'à présent. Les drones ciblent désormais 80 à 85% des cibles de première ligne visées par l'Ukraine, selon CIPER. L'Ukraine fabriquera 8 millions de drones rien qu'en 2026, ajoute CIPER, et elle continue d'améliorer tout ce qu'elle construit. Mais la stratégie asymétrique de l'Ukraine ne se limite pas aux drones. La technologie de ces drones et autres systèmes sans pilote est impressionnante et a permis à l'Ukraine d'atteindre un nouveau niveau de puissance militaire européenne. Cette technologie change tout. Et au fait, vous regardez The Military Show. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal pour cliquer sur le bouton afin de ne rien manquer de ce qui arrive prochainement sur notre chaîne. Sur le plan technologique, l'Ukraine est à l'avant-garde de l'utilisation de l'intelligence artificielle, ou IA, dans sa conduite de la guerre. En avril, plus de 200 entreprises travaillent sur des technologies militaires liées à l'IA en Ukraine, comme le souligne le ministère de la Défense du pays. Ces entreprises sont responsables de plus de 300 projets liés à l'IA, dont beaucoup associent l'IA à des drones inscrits sur Brave One, la plateforme créée par l'Ukraine pour soutenir ces innovateurs. D'ailleurs, cette plateforme à elle seule mérite d'être mentionnée lorsqu'on parle de la stratégie asymétrique de l'Ukraine. Brave One permet à l'Ukraine de soutenir et financer son secteur de défense décentralisé, évitant ainsi une vulnérabilité aux attaques russes qui pourraient détruire de vastes pans de son industrie de défense. Avec Brave One, toute personne ayant une bonne idée peut obtenir le soutien dont elle a besoin. Dans une nation prospérant par l'innovation, soutenir des entrepreneurs décentralisés via une plateforme centralisée est un coup de génie. Nous pourrions en dire bien plus ici. Le développement de la robotique terrestre par l'Ukraine permet aux machines de remplacer les soldats sur la ligne de front pour assurer la logistique et, comme vu en avril, de prendre des positions russes. Les drones intercepteurs, très demandés dans le Golfe, ont permis à l'Ukraine d'intercepter près de 90% des drones longue portée lancés chaque mois par la Russie sur le territoire ukrainien. Encore et encore, l'Ukraine prouve qu'elle est la force militaire européenne la plus puissante, non pas grâce au développement de technologies coûteuses, mais en fabriquant des armes efficaces à moindre coût qui fonctionnent contre la menace que représente la Russie. Encore une fois, l'Europe reconnaît la valeur de ces avancées. Désormais, partout, fabricants grands et petits s'empressent d'imiter le développement des drones ukrainiens, selon Jasper Joly du Guardian le 10 mai. Il mentionne la start-up britannique Skycutter, qui produit des fuselages de drones intercepteurs grâce à une série d'imprimantes 3D. Ce type d'entreprise n'aurait jamais été envisagé sans l'approche asymétrique de la guerre soulignée par Rubio. Voici un exemple parmi d'autres d'entreprises européennes, inspirées par l'Ukraine ou collaborant avec elle, pour aider leur pays à se préparer à la guerre menée par Poutine. Cela seul prouve que l'approche asymétrique de l'Ukraine a une valeur inestimable pour l'Europe, tout comme le dit Rubio. Abordons maintenant un autre point du secrétaire d'État américain. Il souligne qu'une partie de la raison pour laquelle l'Ukraine est devenue la puissance militaire dominante en Europe, c'est le niveau d'aide militaire qu'elle a reçu de ses partenaires aux États-Unis et sur le continent européen. Rubio n'a pas tort de le souligner. Selon l'Institut Kiel et son outil de suivi du soutien à l'Ukraine a reçu près de 134 milliards de dollars d'aide des États-Unis, avec 241 milliards de dollars supplémentaires provenant de l'Europe, qui a également proposé 208 milliards de dollars d'aide qui n'ont pas encore été attribués. Des programmes comme Pearl aident l'Ukraine, l'Europe et les États-Unis à collaborer pour obtenir des armes occidentales que l'Ukraine ne pouvait fabriquer seule. Les systèmes de défense aérienne comme le Patriot et les avions, comme le F-16, sont les éléments phares des armes occidentales que l'Ukraine a reçues jusqu'à présent. Le premier, parce qu'il s'agit du meilleur système dont dispose l'Ukraine pour faire face à la menace des missiles russes, et le second, parce qu'il offre à l'Ukraine plus d'options dans les airs que tout autre équipement de son arsenal. Malgré cette aide,
l'Ukraine parvient encore à démontrer sa puissance. Prenons l'exemple des F-16. L'Ukraine reçoit surtout des avions mis au rebut par des pays ayant adopté d'autres chasseurs. Ce ne sont pas de nouveaux appareils occidentaux. Ce n'est pas une critique. L'Ukraine tient beaucoup à ses F-16. Mais cette expérience de combat prend tout son sens, car l'Ukraine prouve à l'Occident que ces plateformes dépassées restent utiles. En décembre 2024, seulement quelques mois après que l'Ukraine a reçu ses F-16, l'un des pilotes du pays a réalisé une première mondiale en abattant 6 missiles de croisière lors d'une seule mission. Seule une nation décidée à faire de son armée la meilleure d'Europe peut accomplir un tel exploit. L'Ukraine a aussi adapté ses missions de F-16 au vol à basse altitude, ce qui contredit les doctrines standards de l'OTAN. Pourquoi ? Tout est ces questions d'adaptation. Voler à haute altitude rend les avions occidentaux de l'Ukraine vulnérables aux défenses aériennes russes, mais voler à basse altitude permet à l'Ukraine d'utiliser ses F-16 pour mener des frappes tout en minimisant les risques auxquels ces appareils sont exposés. Encore une manière, venue d'Ukraine, de réécrire les règles établies. L'innovation et l'expérience, avec des armes neuves ou du matériel occidental, font de l'Ukraine la plus puissante force militaire d'Europe. Avant de poursuivre, soulignons une autre preuve que l'Ukraine est plus forte que les autres nations européennes. Rubio n'a pas évoqué ce point, pourtant il est essentiel. Après la Russie, l'Ukraine a la plus grande armée active d'Europe. Selon Statista, l'Ukraine compte 900 000 militaires actifs dans ses forces armées. Cela reste bien inférieur aux 1,32 million de militaires actifs russes. Mais en ce qui concerne la puissance militaire, dans ce que l'on pourrait appeler sa forme la plus pure, l'Ukraine est bien en avance sur toute autre armée en Europe. La taille compte lorsqu'il s'agit de la Russie, même si une nation a mis en place des tactiques asymétriques, qui lui permettent de mener un combat encore plus difficile que ce qu'elle pourrait faire uniquement grâce à sa main-d'œuvre. Même si l'Ukraine est contrainte de réduire la taille de son armée à 600 000 soldats, comme cela a été proposé dans un plan de paix en 28 points, proposé par les États-Unis, vers la fin de 2025, l'Ukraine aurait toujours une armée 2 fois plus grande que celle de la Turquie, qui possède la deuxième plus grande armée d'Europe, derrière l'Ukraine, et en excluant la Russie. En combinant l'expérience du combat, le génie de la guerre asymétrique et les armes occidentales à une telle armée, on obtient une superpuissance européenne. Nous avons mentionné les pourparlers de paix à l'instant. Vous vous souvenez peut-être que nous avons abordé ces discussions dans l'introduction de la vidéo, où nous avons dit que le fait que les États-Unis reconnaissent la force de l'Ukraine est un cauchemar pour Poutine lorsqu'il s'agit de négocier. Les négociations ne se déroulent pas comme Rubio et les États-Unis le voudraient. Lors de sa discussion avec Hannity, Rubio a noté le ralentissement des pourparlers et ajouté d'autres remarques intéressantes. Le président souhaite juste la fin de la guerre, qu'il juge insensée, et il a raison, a déclaré Rubio au sujet des démarches de Donald Trump pour la paix. Beaucoup meurent, des deux côtés. L'Ukraine va passer 2 décennies à se reconstruire. Les dégâts causés à l'économie russe sont extraordinaires. En plus de cela, Rubio a souligné que la Russie perd entre 15 000 et 20 000 soldats par mois. Ces soldats ne sont pas blessés, a souligné Rubio. Ils meurent, alors que la Russie subit des pertes 5 fois supérieures à celles de l'Ukraine chaque mois dans cette guerre. Ces commentaires sont importants pour une raison très simple. Ils montrent à Poutine qu'il ne peut pas manipuler les États-Unis en leur faisant croire que l'Ukraine est plus faible qu'elle ne l'est réellement. Pour obtenir un avantage dans les pourparlers de paix, Poutine a passé 2025 à utiliser la désinformation pour présenter la Russie comme une force irrésistible face à une petite Ukraine. Parfois, la manipulation semblait fonctionner. En décembre, Trump a déclaré que l'Ukraine était en train de perdre la guerre contre la Russie, même si la Russie n'a réussi à s'emparer que d'environ 1% du territoire ukrainien, en un an, mais a perdu environ 415 000 soldats. Ce n'est pas gagner la guerre, c'est avancer difficilement en espérant négocier une paix qui ne reflète pas la réalité du terrain. Poutine a essayé de promouvoir un récit qui n'existait tout simplement pas. Maintenant, Rubio a déclaré que l'Ukraine possède la plus forte armée d'Europe. Ce récit a été brisé. C'est pourquoi les paroles prononcées par le secrétaire d'État américain sont un véritable cauchemar pour Poutine. Même maintenant, alors qu'il parle d'envisager la fin à l'invasion qu'il a commencée, Poutine doit faire face au fait qu'il ne peut plus tromper les Américains. La nation qui s'est présentée comme le principal médiateur dans les pourparlers de paix sait désormais, sans l'ombre d'un doute, que l'Ukraine n'est pas la nation faible que Poutine essaie de faire passer pour telle. L'Ukraine est plus forte que toute autre nation européenne, ce que les États-Unis reconnaissent. Lors des prochaines négociations, ces délégués ne pourront plus défendre l'inévitabilité de sa défaite. Rubio et les siens l'ont compris. Ils constatent les dégâts économiques russes et le nombre élevé de pertes humaines, l'Ukraine dépassant la Russie sur ce point. Et ils voient dans l'armée ukrainienne cette force asymétrique qui est devenue une armée centrale pour la sécurité de toute l'Europe. Poutine n'a plus les cartes en main et la force de l'Ukraine commence à porter ses fruits.
On le constate dans l'évaluation américaine et les efforts de l'Ukraine pour devenir un partenaire clé en défense pour l'Europe et le Golfe. Mais même en Ukraine même, la force se manifeste. L'armée russe bat à nouveau des records. Et ce sont exactement le genre de records que la Russie ne veut pas battre. Encore une fois, quelque chose a terriblement mal tourné dans l'offensive de printemps tant vantée de Poutine contre l'Ukraine, alors que le nombre de morts a atteint des niveaux que nous n'avions jamais vus auparavant. Poutine a accompli l'incroyable. Il gagne, c'est vrai, mais il gagne en perdant. Nous ne voulons pas paraître radotés sur les records, mais la situation devient vraiment ridicule pour la Russie. Commençons par les pertes. Au cours des 4 premiers mois de 2026, la Russie a réussi à sacrifier 130 000 de ses soldats tués ou blessés, selon les statistiques du ministère russe de la Défense, rapporte United 24 Media. C'est déjà un record. Que la Russie reconnaisse que ses tactiques de hachoir à viande causent tant de pertes est insensé. Encore plus étonnant, ces informations viennent de Russie, pas d'Ukraine, ce qui suggère sûrement que les chiffres sont manipulés. Les chiffres réels pourraient être supérieurs. Au printemps, la Russie a aussi connu des records funestes, perdant plus de 70 000 soldats en mars et avril. En mars, la Russie a perdu 35 351 de ses soldats morts ou blessés, et en avril, ce chiffre s'est élevé à 35 203. En ajoutant les données du jour supplémentaire d'avril à mars, l'Ukraine aurait sans doute battu son record du mois précédent. Et si ce rythme se poursuit, la Russie est en passe de perdre plus de 100 000 de ses soldats, rien que pendant les 3 premiers mois du printemps. La situation de Poutine peut empirer, et vous saurez bientôt comment. Examinons de près les pertes. En guerre, perte désigne tous les soldats qu'une nation perd. Cela inclut les soldats tués, ceux blessés au point d'être retirés du champ de bataille, ainsi que les soldats qui se sont rendus ou qui ont disparu d'une autre manière. Généralement, les pertes sont davantage dues aux blessés qu'aux morts. Par exemple, le Belfer Center indique qu'avec les progrès médicaux et des tactiques de combat plus intelligentes, les États-Unis ont généralement un ratio de 10 à 17 blessés pour un tué en guerre. Mais en ce qui concerne la Russie, disons simplement qu'elle a battu un autre record, en inversant complètement ce que nous savons sur les ratios entre blessés et tués à l'époque moderne. Dans un article du 11 mars, le Kyiv Independent a rapporté que les services de renseignement ukrainiens ont découvert que les estimations internes de la Russie concernant ses pertes s'élevaient à 1 315 000 à ce moment-là. Cela correspond aux pertes déclarées par l'Ukraine à la même période. Mais l'attention se porte surtout sur ce que révèle le président Volodymyr Zelensky. Un changement a été constaté dans le ratio tués, blessés, parmi les forces russes. Sur 100% des pertes, 62% sont des tués et 38% des blessés, a révélé Zelensky. Soyons clairs, aux États-Unis, il y a 10 blessés pour chaque mort, même dans les pires situations. Poutine a dit « Tiens ma vodka !» et a créé un hachoir à viande, où la Russie en est presque au point d'avoir un blessé pour 2 tués. Personne en Russie ne veut voir ce retournement, car cela signifie que l'armée de Poutine perd plus de soldats tués sur le coup que de blessés pouvant guérir. Cela va créer des failles dans l'armée russe à lui seul. Et il y a un autre problème majeur, et un record battu, qui se cache derrière ce problème déjà énorme. Avant d'évoquer ce record, il y en a un autre. Les gains territoriaux russes dans la région de Donetsk coûtent plus cher que jamais. La région de Donetsk doit tomber pour que la Russie puisse revendiquer le Donbass, qui est depuis longtemps la région que Vladimir Poutine exige que l'Ukraine cède à la Russie pour qu'un accord de paix soit conclu. Le porte-parole favori de Vladimir Poutine, Dmitri Peskov, a déclaré le 13 mai que l'Ukraine devait retirer ses forces du Donbass pour ouvrir un corridor vers des pourparlers de paix. Mais ce que Dmitri Peskov voulait vraiment dire, c'était « S'il vous plaît, partez et arrêtez de tuer un nombre record de nos soldats ». Selon United 24 Media, la Russie sacrifie désormais plus de soldats pour moins de territoire qu'auparavant. En avril, l'armée russe n'a progressé que de 53 km² dans la région de Donetsk. Cette avancée s'est faite au prix de 25 000 soldats russes, ce qui donne à la Russie un ratio de 470 soldats perdus pour chaque kilomètre carré de Donetsk qu'elle gagne. C'est un bilan épouvantable. Nous avons 2 calculs montrant la gravité de la situation. Voyons d'abord comment cela se compare aux avancées russes de l'an dernier. Selon le Moscow Times, la Russie a réussi à réaliser ses plus grandes avancées, en une seule année depuis le début de la guerre, s'emparant au total de 5 600 km² de territoire ukrainien.
Ce n'est pas aussi impressionnant que ce que laisse entendre l'expression « plus grandes avancées en une seule année ». Cela ne représente toujours que 0,94% du territoire ukrainien. Néanmoins, si l'on prend ce chiffre tel quel, ainsi que le rapport du National Interest, selon lequel la Russie aurait perdu environ 415 000 soldats morts, blessés ou capturés en 2025, alors on obtient un ratio intéressant de soldats perdus pour chaque gain territorial. En 2025, la Russie a conquis du territoire au prix de 74,1 pertes par kilomètre carré. Ces chiffres ne concernent pas que Donetsk. Pour chaque kilomètre carré gagné à Donetsk, la Russie perd aujourd'hui plus de 6 fois plus de soldats qu'en 2025 pour la même superficie. C'est un nouveau record pour Poutine, et les chiffres deviennent encore plus mauvais quand on regarde ce qu'il reste à capturer pour la Russie à Donetsk. Dans un rapport du 8 avril, à l'époque où la Russie ne perdait que 316 soldats par kilomètre carré de Donetsk qu'elle prenait, United 24 Medi a indiqué qu'il reste entre 6000 et 7000 miles carrés de Donetsk encore aux mains de l'Ukraine. Analysons nos derniers chiffres de pertes par kilomètre avec ces données. Dans l'hypothèse basse, la Russie perdrait 2,82 millions de soldats pour conquérir le reste de Donetsk, et jusqu'à 3,29 millions dans le scénario le plus grave. Dans tous les cas, Poutine battra un nouveau record, puisqu'il devra sacrifier entre 2 et presque 3 fois plus de soldats que ce que la Russie a déjà perdu, rien que pour prendre le reste de Donetsk. La situation devient très mauvaise pour la Russie, et cela empire pour Poutine quand on analyse le recrutement russe. Poutine a pu poursuivre son invasion depuis plus de 4 ans car la Russie remplaçait toujours ses soldats perdus en Ukraine. Mais tout cela a changé, car pour la première fois depuis le début de l'invasion de Poutine, la Russie n'arrive plus à recruter assez de volontaires pour continuer à envoyer de la chair à canon aux broyeurs. Plusieurs sources l'ont confirmé, à commencer par le vice-président du Conseil de sécurité russe, Dmitri Medvedev. Un autre porte-parole de Poutine a déclaré en mars que la Russie recrutait 27 000 personnes dans son armée chaque mois. Il s'agit du même mois de mars, où l'Ukraine a enregistré plus de 35 000 pertes russes, dont le déficit est évident. Dans sa chronique Russia au mix, l'analyste militaire Yanis Kluger a indiqué que la Russie était environ 20% sous son niveau de recrutement de 2025, car les chiffres sont passés de 1000 à 1200 nazis enrôlés chaque jour dans l'armée de Poutine à entre 800 et 1000. Et Zelensky lui-même ajoute que la Russie a réussi à recruter environ 80 000 soldats au cours des 3 premiers mois de 2026, soit environ 9 000 de moins que les pertes qu'elle a subies sur la même période. Les chiffres sont tous à peu près concordants. Et selon le média United 24, tout cela signifie que la Russie se trouve désormais dans une situation où elle fait face à un déficit de recrutement mensuel d'environ 10 à 15%. Il semble qu'il n'y ait rien que la Russie puisse faire pour inverser la tendance non plus. De nouveaux records sont atteints dans les régions russes où Vladimir Poutine recrute, tandis que les primes de signature flambent. Spiegel International rapporte que dans certaines régions de Saint-Pétersbourg, ces primes exceptionnelles ont atteint jusqu'à 58 500 $. La chambre de commerce belgo-luxembourgeoise en Russie indique que le salaire moyen en Russie s'élève à environ 1 290 $, ce qui signifie que la Russie offre des primes de signature qui représentent plus de 3,7 fois le montant que le russe moyen gagne en une année. Cela ne marche toujours pas. Le recrutement baisse, les pertes augmentent, et avec le ratio de blessés sur tués, la Russie ne peut même pas compter sur le retour des blessés pour combler le manque. Trop d'entre eux sont morts dans les champs et villes d'Ukraine. Et l'Ukraine veut aggraver la situation pour la Russie. Nous avons déjà parlé de l'objectif déclaré du ministre ukrainien de la Défense, Mikhailo Fedorov, qui vise 50 000 pertes russes par mois. L'Ukraine n'y est pas encore. Il lui manque environ 15 000 pertes mensuelles. L'offensive de printemps a commencé, et avec l'amélioration du temps en Ukraine, les assauts russes devraient s'intensifier. C'est le résultat que Poutine souhaiterait. Mais si l'Ukraine nous a appris quelque chose début 2026, c'est que ses défenses peuvent infliger des pertes d'une ampleur inédite. De nouveaux assauts russes provoqueront plus de records indésirés pour Poutine. Si l'Ukraine atteint l'objectif de 50 000 pertes russes, fixé par Fedorov, cela rendra la campagne d'usure de Poutine intenable, sans forcer le président russe à prendre des mesures drastiques, comme la mobilisation. Les records tombent sans cesse pour Poutine. Je commence à penser qu'il faudrait appeler Guinness pour créer un livre des records spécial consacré uniquement aux échecs catastrophiques de la Russie en Ukraine. 2026 a été un désastre pour la Russie jusqu'à présent. Ce printemps a été particulièrement difficile.
Nous allons bientôt montrer à quel point la Russie est en difficulté, et dévoiler 2 raisons majeures de l'échec chaotique des plans de Poutine pour 2026. Avant tout, n'oubliez pas que vous regardez The Military Show. Pour plus de contenu similaire, abonnez-vous à la chaîne si vous l'appréciez. Que signifie réellement ce printemps misérable pour Poutine ? Ces tristes records suffisent à l'embarrasser mondialement. Mais ce qu'il supervise en ce moment est la pire période que la Russie ait connue en Ukraine depuis 2023, et cela est d'autant plus grave que cela survient après une année 2025 où la Russie semblait lentement prendre l'ascendant. Il faut aussi se souvenir qu'en 2023, l'Ukraine a lancé sa contre-offensive contre la Russie. Bien que cette contre-offensive ait finalement échoué à atteindre les objectifs opérationnels fixés par l'Ukraine, elle a tout de même permis à l'Ukraine de enregistrer un gain territorial net, du moins pendant 1 mois ou 2. Sans cette contre-offensive, les premiers mois de 2026 auraient été les pires pour la Russie depuis le début de son invasion. Parlons un instant du territoire. L'Ukraine a encore aggravé la situation pour la Russie avec une contre-attaque dans le sud, conçue pour ruiner les plans de Poutine pour Donetsk. Cette contre-attaque a éliminé la zone tampon que la Russie voulait utiliser pour protéger, les forces de Poutine. Nous allions dire déchaînées, mais hésitantes, semble être un mot plus approprié. Les forces russes hésitantes à Donetsk devaient être protégées par la zone tampon désormais disparue. L'Ukraine peut désormais envoyer des troupes au nord, forçant la Russie à détourner ressources et soldats face à une offensive inattendue pour Poutine. Cette offensive a permis à l'Ukraine de reprendre plus de 400 km² au 10 mars, selon United 24. En avril, l'offensive a continué, tandis que la Russie ralentissait. Cela a conduit l'Ukraine à enregistrer son premier gain territorial net face à la Russie depuis la contre-offensive de 2023 ou août 2024 si l'on compte la contre-invasion de août 2024 dans la région de Koursk. Quoi qu'il en soit, c'est un autre record battu en 2026 que Vladimir Poutine ne voulait pas, car l'Ukraine avait 111 km² d'avance à la fin du mois. Nous attendons de voir si l'Ukraine saura tirer profit de ce revirement en mai. Si la Russie maintient son rythme glacial de 53 km² pris par mois dans la région de Donetsk, je parie sur l'Ukraine. Et juste pour donner un petit coup de pied à Poutine pendant qu'il est à terre, dans son évaluation du Dixmé sur les progrès de la Russie sur le champ de bataille, l'Institut pour l'étude de la guerre a déclaré que la Russie n'a réussi à réaliser aucun progrès opérationnel significatif au cours de l'année écoulée. Même la prise de Pokrovsk, qui était autrefois considérée comme un coup fatal potentiel pour l'Ukraine, ne signifie plus grand-chose aujourd'hui. Car la Russie a mis tellement de temps à prendre la ville que l'Ukraine a pu ajuster sa logistique et transformer la ceinture de forteresse de Donetsk en piège mortel que nous voyons aujourd'hui. Poutine devrait se gratter la tête et se demander pourquoi tout cela arrive. Même s'il ne le fait pas, les réponses sont juste devant lui. Tout tourne autour des drones à grande échelle. Les drones FPV sont les principaux vecteurs de mort pour les soldats russes. Le média United 24 affirme que ces drones sont désormais responsables d'environ 90% des pertes russes sur le front, et que l'Ukraine a complètement saturé les zones de mort déjà létales qu'elle avait créées devant et derrière les lignes de front avec ses drones. L'Ukraine avait tout planifié bien à l'avance. Début 2026, Euromédan Press a rapporté que l'Ukraine prévoyait de construire environ 7 millions de drones au cours de l'année. Et tu as vu ça ? Encore un record. Mais cette fois, c'est un record positif. C'est aussi un record pour l'Ukraine, ce qui rendra Poutine encore plus furieux. Malgré l'importance des drones FPV ukrainiens pour infliger des pertes russes, les véritables vedettes discrètes mais grandissantes sont les drones de moyenne portée développés par l'Ukraine. Ces drones donnent à l'Ukraine une capacité qu'elle n'avait que très peu lors des dernières années de guerre avec la Russie. La capacité de frapper quasiment à volonté les arrières proches russes. Ce concept n'est guère nouveau pour l'Ukraine, bien que ces frappes, dans les territoires occupés, aient auparavant largement utilisé des systèmes occidentaux, tels que le système de lance-roquettes multiples HIMARS, ainsi que des frappes aériennes, menées par des avions de chasse, lançant des bombes et des missiles guidés sur des cibles situées derrière les lignes de front. L'arrivée d'une nouvelle génération de drones de moyenne portée a considérablement aidé l'Ukraine, permettant de cibler les nœuds logistiques russes, les postes de commandement et d'autres infrastructures soutenant les forces de Poutine au front. Les calculs ici sont vraiment simples. La Russie, privée de son arrière, équivaut à des pertes records sur les lignes de front. La grande différence que font les drones de moyenne portée de l'Ukraine, c'est qu'ils permettent à l'Ukraine de frapper la Russie de manière rentable à des distances comprises entre 20 et 200 km au-delà des lignes de front. Les drones FPV ont une portée limitée, tandis que les drones longue portée, plus chers, sont préférés pour viser des cibles en Russie.
Volodymyr Zelensky reconnaît le rôle crucial que jouent ces frappes de moyenne portée. Il les a déjà qualifiées de priorité absolue pour l'Ukraine, et cette priorité a permis de battre un nouveau record. En avril, l'Ukraine a doublé le nombre de ses frappes par rapport à mars, et les a quadruplées par rapport à février, a révélé Volodymyr Zelensky le 5 mai. Il y a clairement une montée en puissance d'un nouveau type de campagne ici, alors attendez-vous à ce que d'autres records de frappes de moyenne portée soient battus en mai. Nous voyons ici une réelle juxtaposition de succès qui battent des records. Les records de l'Ukraine sont positifs. Des pertes russes records, des gains territoriaux nets et plus de frappes de moyenne portée montrent une machine de guerre en plein élan. Mais aucun record de la Russie n'est favorable à Poutine. La Russie perd des soldats à des niveaux records, recrute à des niveaux historiquement bas, et franchement, elle n'arrive à rien avec l'offensive du printemps. Poutine est champion dans l'art de perdre. Il fait ça depuis le début de sa guerre, mais maintenant les chiffres s'accumulent vraiment pour montrer une armée russe en grave déclin. C'est très humiliant pour un dirigeant russe, qui se voit comme un grand stratège militaire. Mais nous n'avons évoqué qu'une partie des revers embarrassants subis récemment par la Russie. Il y a encore beaucoup à apprendre, et on en arrive au point où il devient difficile de regarder à quel point la Russie échoue. Mais vous devriez quand même regarder, et vous pouvez le faire avec notre vidéo, où nous explorons en profondeur les humiliations de Poutine en 2026. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à l'émission Militaire pour suivre nos reportages sur les difficultés de la Russie en 2026. Merci de nous avoir regardés.